Bonjour à tous. La semaine dernière, je vous ai fait une première vidéo sur la réalisation des portes et des fenêtres de l'atelier et vous avez été un certain nombre à me dire ça serait bien de faire une vidéo complémentaire qui explique tes techniques, tes choix, comment est-ce que tu es arrivé à concevoir ceci. Alors, vidéo en même temps pas simple à faire parce que très technique et puis en même temps vous vous retrouvez ici dans un cadre qui pour moi est habituel. Je peux partager mon écran, je peux partager mes notes sur la tablette, je peux même partager une petite caméra mobile, ce n'est pas un souci. C'est le cadre des webinaires que je fais tous les mois avec mes élèves quand je réponds à leurs questions, quand on traite d'une thématique où on se retrouve ici pour une longue vidéo. Je me mets donc face à vous aujourd'hui et puis on va essayer de faire une vidéo d'une traite. Je pense qu'on est parti sur une demi-heure. Je vais essayer de la condenser au maximum, mais une bonne demi-heure. Donc installez-vous, prenez un café, faites une pause si vous voulez en attendant. Et je vais essayer de vous faire une vidéo qui va être structurée en 3 points. À la fois mon inspiration et mes sources d'inspiration, mes sources théoriques, les livres, etc. Je vais vous partager ma bibliothèque. Je vais vous partager mes réflexions sur les libertés que j'ai pu prendre. Je rappelle que je travaille pour moi, dans un cadre qui n'est en rien un tuto, c'est mes expériences, la manière dont j'ai eu envie de le faire, sous le, j'ai envie de dire, avec l'énorme inspiration que m'a apporté mon frère, qui a réellement eu un rôle de mentor dans cette vidéo, dans le sens où il m'a accompagné sur plein de points techniques. Ça rejoint un peu l'accompagnement que j'avais pu avoir par Sylvain lorsque j'ai réalisé l'escalier. Je peux dire que je serais arrivé à faire ces portes et ces fenêtres seul, sauf que ça aurait été plus long et ça aurait été sûrement un peu moins bien. Et ici, en acceptant de me confier à lui, de me fier à lui, j'ai vraiment pris un grand raccourci. Ça m'a permis d'aller un peu plus vite dans cette conception. Mais une fois de plus, je travaille pour moi. Je travaille sans avoir besoin d'une norme, je ne vais pas aller chercher ma prime rénov à la fin, je vais pas non plus, j'ai pas besoin d'un certificat, d'un DTU, des choses comme ça. Je le fais en toute objectivité le mieux possible pour moi. Ça va sûrement faire réagir les uns et les autres, ça a déjà fait réagir les uns et les autres, mais peu importe. Mon idée, c'est de vous expliquer ma démarche, le recul que j'ai pris par rapport à ces normes, par rapport à ce qui peut se faire, pour arriver à construire des portes et des fenêtres qui sont performantes, tout en étant dans un cadre qui n'est pas le cadre de la construction industrielle. Donc, cette inspiration, tout cela, je vais vous l'expliquer. Je vais même basculer un peu plus tard sur les plans. Donc, mes plans sont ici, clac. Hop, cette petite chose, j'aimerais bien qu'elle arrête de se balader là. Donc on va détailler un peu ces plans, c'est pas le moment. J'ai également pris des petits éléments qui vont nous permettre de comprendre tout ceci. Ça va vous permettre quelque part de refaire ce chemin de conception. Et puis après, on va parler outillage, on va parler joints, tout ce qui va me permettre de faire qu'à la fin, ces fenêtres, elles sont performantes. Ici, on a tous les joints qu'il faut. Quels sont mes choix? Comment est-ce que j'ai été accompagné par la société qui fait les joints? Comment est-ce que on peut s'en sortir? Comment est-ce que le choix des joints est absolument primordial dans le choix des profils parce qu'il demande à être placé extrêmement précisément pour qu'à la fin, vous repartiez avec un bagage qui est un bagage, on va dire, pratique. Voilà pour le programme, 3 grands points, l'inspiration, les choix et le pratico-pratique. Alors, première partie de cet exposé, ma source d'inspiration principale, je vous l'ai dit, c'est celle de mon frère. Alors, je peux peut-être tout simplement tout de suite vous montrer le type de réalisation qu'il fait. Ici, on est, hop là, j'ai un peu trop zoomé, sur des portes et fenêtres d'inspiration très classique. On revient un peu sur la conception dans un instant. Qu'il réalise depuis 15 ans dans le cadre de la restauration du patrimoine. Et je ne me cache pas, à chaque fois que je vais dans son atelier, moi je suis fasciné par ses fenêtres, par ses portes. Pourtant, elles n'ont pas la... Ça reste une fenêtre, ça reste une porte, c'est tellement... Et ça reste une fenêtre en bois, on en trouve d'autres modèles des fenêtres en bois, mais il y a quelque part une patte, j'en bafouille un peu, je ne sais pas trop trouver mes choses, mais bref, on sent qu'il y a une recherche qui est différente. Donc ça, c'est clairement ma première inspiration. Elle est importante et d'autant plus que lui a la technique. Et ce qui me plaisait beaucoup en termes d'inspiration, c'est qu'on est sur quelque part quelque chose qui n'oublie pas d'où on vient. Alors, à ce propos, je pense que c'est peut-être
le bon moyen, le bon moment de vous présenter ce livre. Alors, je vais peut-être vous le montrer un peu plus en détail parce que, alors ici, non, pas là, là, voilà, ici, l'un des premiers livres que j'ai acheté, La fenêtre en bois du 15e au 21e siècle. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire ici. On est en même temps sur vraiment de l'analyse de ce qui se faisait auparavant. C'est extrêmement intéressant. Mais on va y trouver en même temps alors, des plans de ce qui peut se faire ou des choses un peu plus récentes. Mais en même temps, ce livre, il m'a beaucoup plu parce que, et là, on va quelque part aller un petit peu plus loin sur les réflexions, mais il a un chapitre, alors je le retrouve, j'aurais dû mettre des marque-pages, qui s'appelle « Réflexion sur les normes françaises, des règles de l'art aux normes ». Je trouve que, moi je vais, alors c'est page 121, je vais vous faire juste, vous ferez un petit arrêt sur image si vous voulez, commandez-vous ce livre si vous avez l'intention de vous faire des fenêtres, c'est réellement extrêmement intéressant. Regardez ici, il y a un élément qui pour moi, je trouve absolument génial. Regardez au-dessus de mon doigt, c'est que avant, on devait utiliser des bois loyaux et marchands. Maintenant, on préfère faire un carrelé, c'est beaucoup plus facile. Donc ça, désolé, je mets les pieds dans le plat, mais quelque part, on a le point de départ un peu de mes réflexions. C'est-à-dire l'évolution de cette fameuse croisée à la française. Alors tiens, là, je vais reprendre le livre parce que là aussi, il est... Alors ce que j'aime beaucoup, c'est qu'à la fin, vous avez toute une partie qui est une sorte de BD illustrée qui montre toute l'évolution. À la fois d'un point de vue fabrication du verre, mais également d'un point de vue des techniques, des jets d'eau, quand est-ce qu'ils arrivent, etc. Par exemple ici, du mouton et Goldelou, là on est sur le 19e siècle. Donc extrêmement intéressant. Au 19e siècle, on faisait des fenêtres qui ressemblent énormément au type de fenêtre que j'ai pu vous montrer par rapport à mon frère, sauf que bon, en termes de joints, on n'avait pas tout à fait la même chose. On voit par exemple arriver en termes d'étanchéité des choses qui sont extrêmement intéressantes, où ici, on commence à avoir noix contre noix entre le cadre dormant et le cadre ouvrant. Bref, beaucoup de petites choses qui font que, voilà, à l'époque, on avait déjà énormément réfléchi à la manière dont on concevait les fenêtres. Donc, j'ai pas du tout envie et j'aime bien quelque part ne pas faire table rase de ce qui se faisait avant sous prétexte des normes et vis-à-vis des normes. Puis je tournerai un peu après rapidement la page sur ce côté qui est un peu plus... on va dire, bon, je ne veux pas faire d'agitation, mais on ajoute des normes sur des normes sur des normes. C'est très bien, ça protège le consommateur. Mais ça protège le consommateur parce que quelque part l'idée c'est de toujours systématiquement simplifier le mode de production et en simplifiant systématiquement le mode de production, prenons, je sais pas, sur l'électroménager et sur les machines à laver, globalement on a empilé d'un côté des normes absolument infernales et on doit se retrouver avec des annuaires épais comme ça de personnes qui ont réfléchi pour que ça soit plus solide, pour que ça soit plus mieux, etc. J'ai fait exprès de dire le plus mieux. Et au final, est-ce qu'elles sont réellement plus durables? Est-ce qu'il est plus durable notre électroménager? J'en suis pas certain. Il s'est passé à peu près la même chose autour des normes sur la conception des fenêtres. On a vu, et c'est très bien expliqué dans ce livre, l'arrivée de la mécanisation et du profil contre profil, sauf que tous les profils ne sont pas contre-profilables et du coup on est obligé de rajouter des normes pour qu'on continue quelque part à faire un travail qui soit un travail acceptable. Mais vous allez acheter dans une grande surface de bricolage une fenêtre en bois qui sera conforme au DTU, qui sera conforme aux normes, qui va permettre de bénéficier de la prime rénov'. Je ne suis pas certain qu'elle soit durable et à notre époque, je pense que de vouloir
chercher à faire quelque chose de durable, eh bien ça peut être, voilà, c'est un peu le fil de mes réflexions. Voilà, je m'égare comme d'habitude, je savais que j'allais m'égarer sur ce ici, mais voilà. Voilà pour ce cadre. Je continue avec les livres. Maintenant que vous savez, ah non, je peux vous montrer une petite chose sur ici le catalogue qui est le catalogue des Forges de la Loire. On n'est pas dans le catalogue du rotoprofil qui m'a permis de faire les portes et fenêtres, on est dans le catalogue des portes-outils qui justement sont normés, permettent de rentrer dans le DTU, permettent aux artisans de prétendre faire un produit qui est dans les normes et qui va permettre par exemple de bénéficier de la prime rénov pour ceux qui seraient en rénovation. Et bon, l'image n'est pas très jolie, mais peu importe, ici on a le type de fenêtre que je ne voulais pas refaire, qui est plus facile à faire, où on est sur des profils, ici par exemple avec une simple pente où on est facilement contre-profilable, mais on se retrouve avec une fenêtre qui est en applique sur le cadre. Esthétiquement, j'en ai partout dans la maison et clairement, j'aime pas ça et je ne voulais pas faire ça. Et c'est là où, quelque part, je trouve que la fenêtre, elle n'a pas d'âme, contrairement à celles que j'ai pu vous montrer que réalise mon frère ou qui seront bientôt posées dans l'atelier. Donc, je ne voulais pas faire ça. Dans ce catalogue, on trouve ce type de fenêtre. On peut les trouver. Pour autant, voilà, les profils ne sont pas forcément ceux que j'avais envie de faire. Et je voulais retrouver cette liberté. Au passage, on retrouve le mouton et gueule de loup du 19e siècle. Je ne vais pas faire le choix d'un mouton et gueule de loup complet, je vais en faire un demi, donc un mixte un petit peu entre les deux. Ça, on le verra quand je vais vous montrer les plans. Alors, je reviens sur les livres que qui ont pu m'aider, qui ont pu m'inspirer. Ici, Le Bouvet, un hors-série sur les portes et fenêtres. Alors, je vais rebasculer ici sur mon iPhone, s'il veut bien vous montrer. On a vraiment un hors-série qui est très complet avec, tiens, ping, je tombe sur une page là qui m'a beaucoup inspiré. Qu'est-ce qui se passe? Si vous placez mal les dimensions, si vous ne respectez pas les dimensions, vous vous retrouvez avec un joint qui est trop comprimé, qui n'est pas assez comprimé. Et donc ici, en fonction des joints, et on y reviendra plus tard, extrêmement important de savoir donc beaucoup d'illustrations. Ici, on se retrouve dans le cadre quelque part d'une porte qui ressemble à ce qui était présent sur le catalogue. De la pose, des normes, beaucoup de choses ici aussi. Ça a été mon premier livre, ça a été le premier qui m'a fait rentrer quelque part dans la conception, extrêmement intéressant. Je dirais même un peu incontournable parce qu'il permet d'approcher pas mal de choses. Ensuite, un autre livre, ici, 80 portes en bois. Un peu déçu par ce livre, même si, en fait, il y a deux éléments. Alors, hop, je rebascule ici, c'est pareil. Un livre très intéressant parce qu'on va y trouver tous les profils. Par contre, on ne parle pas du tout d'étanchéité. Donc, c'est très bien parce qu'on a plein de modèles de portes. On va pouvoir refaire des portes en respectant des styles. Sauf que voilà, aucun apport sur la partie qui est la partie pose des joints, etc. Ou même si on n'est pas dans les normes, on a envie de faire une menuiserie qui est performante. Donc ça, ça a été un petit point de déception. J'avais déjà en ma possession, j'ai l'encyclopédie des compagnons. Ici, la partie 7 de cette encyclopédie, elle traite des ouvrages, mais ici, on est sur les portes intérieures. C'est toujours intéressant par rapport à la cinématique, par rapport à des choses comme ça. Mais ici, on n'a pas beaucoup d'éléments qui vont nous permettre de basculer sur les portes extérieures qui sont quand même quelque chose d'un peu différent. Donc voilà pour quelque part mes lectures, la manière dont je me suis fait mon chemin de réflexion sur la conception des portes et des fenêtres. Alors, si on doit parler de mes choix, tout simplement, je vais basculer ici sur cette première page, ce catalogue que je vous ai déjà montré tout à l'heure, dans le sens où, pour parler très clairement, j'ai simplement au départ décalqué ces plans, ce qui m'a permis de les importer dans SketchUp. Je bascule du coup sur SketchUp
Et je ne vais pas forcément détailler ces profils que j'ai fait ici ou ces choses-là. Alors, sur SketchUp, je vous explique. J'ai fait les dessins en 3D. On peut les voir ici, on peut voir mes assemblages. J'avais besoin de ça pour m'aider parce que j'ai ce manque de recul vis-à-vis des différentes étapes et du phasage des opérations. Ce n'est pas forcément simple. Là, ça, vous allez pouvoir vous appuyer sur les différentes vidéos, on va dire pratiques, puisque j'ai tout filmé. Et donc, globalement, on retrouve les étapes dans l'ordre. Certaines sont filmées de manière très rapide, mais toutes les étapes sont là. En soi, au niveau des plans, on pourrait se contenter de ça uniquement. Alors, hop, ici, on va se mettre là, avec deux plans. Ici, une coupe verticale et juste à côté, une coupe horizontale. Une fois qu'on a ça, on a à peu près tout. Alors, si je dois résumer un petit peu les choses, je vais revenir aussi un peu sur la première partie parce qu'il y a des choses qui sont importantes et que vous allez tout de suite découvrir au niveau des choix ici. Globalement, que l'on fasse une porte de cuisine ou une porte extérieure, on va avoir un cadre avec une feuillure dans lequel va venir s'appliquer l'ouvrant. C'est le point de départ et on ne se retrouvera pas avec toutes ces petites forme un peu bizarre lors d'une porte de fenêtre, de cuisine. Ici, on a besoin de récupérer un peu d'étanchéité et lorsque l'on fait une fenêtre qui est une fenêtre encastrée, il n'est pas simple de concevoir une fenêtre avec un double joint. Parce que ce joint ici, le joint qui va venir ici, qui va être un joint à lèvres, on en parle dans un instant, fait une première barrière d'étanchéité et dans les cadres des fenêtres, on va dire modernes, en applique, eh ben on se retrouve avec un autre joint qui vient à ce niveau-là. Regardez, c'est le cas ici. On peut, hop là, pas ici, on a un joint à ce niveau-là et on a un joint à ce niveau-là. Dans le cadre de la fenêtre que ici sur le catalogue ils appellent rénovation, c'est pas simple d'avoir deux joints. Alors c'est en coupe horizontale, on peut bien avoir un joint ici et un joint qui va venir, un joint tubulaire qui va venir être écrasé, sauf que le joint tubulaire en coupe verticale, il ne fonctionne plus. Donc là, c'était le point de départ de la réflexion et du coup, je bascule sur cette page ici qui est une page qui vient des joints duals. Il y a sûrement d'autres marques. J'ai travaillé avec les joints duals parce que je sais que les fers du retrait de profil sont faits par rapport aux joints duals. Que ici, lorsque j'ai besoin de dimensions, eh ben, on se retrouve avec toutes les dimensions et on sait exactement, en plus si on télécharge les fiches techniques, on sait exactement où est-ce qu'il va falloir venir mettre la forme complémentaire. Donc on peut trouver les informations qui nous permettent d'amender notre dessin. Je veux dire notre dessin de base, on a une feuillure et un cadre rectangulaire. Donc celui-ci c'est le deuxième joint. Qui est très classique et que l'on va retrouver aussi bien sur les fenêtres, on va dire en rénovation, on le retrouve ici, que les autres fenêtres, on va dire plus modernes, on le retrouve à ce niveau-là. Donc ça, c'est un joint qui est très classique. Au passage, vous pouvez remarquer qu'il a évolué. Ici, on a une simple lèvre. Maintenant, la lèvre, elle est fermée et ça évite que le joint roule au niveau, si on a un mauvais réglage de la pommelle. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, mais là, on a gagné un petit peu en performance et ici, on est, si j'ai bien compris, ça va éviter que le joint ne roule. Mais ce joint-là fait office de ce qu'on a sur l'autre illustration. Maintenant, il me fallait une première barrière et là, une fois de plus, c'est mon frère qui m'a proposé ça. J'ai pu après travailler et voir avec les joints duals pour le fonctionnement, mais c'est un joint qui va se mettre ici sur le retour. Donc si je reviens sur l'éclaté, c'est un joint qui se met dans cette zone ici, alors plutôt ici, dans cette zone ici, où on va venir écraser. Donc une fois qu'on a trouvé les joints, qu'on connaît les jeux de fonctionnement, c'est à ce moment-là que j'ai rebasculé sur SketchUp et que j'ai pu faire avec du détail, avec des dimensions, les différentes formes. Ici, c'est une forme qui est reprise dans un fer, comme il y avait la compatibilité entre le fer du rotoprofil et les joints duals, mais concrètement, avec d'autres types de porte-outils, ici on est sur de la rainure, on est sur des outils qui sont des outils juste conventionnels où on n'a pas besoin de spécificité. Là, c'est un petit peu plus délicat à faire. Vous m'avez vu un petit peu galérer parce qu'on est sur des rainures qui font que 3 mm.
et on a une autre petite feuillure et on a une autre petite chose. Ah tiens, à ce propos là, j'ai pas tout à fait modifié mon dessin, j'ai très peu de bois ici, je l'ai légèrement décalé pour retrouver suffisamment de bois parce que vous avez été nombreux à me dire que ici ça affaiblissait la fenêtre. Bon, c'est pourtant une solution qui est préconisée, qui est expliquée entre autres par Joint Dual. Donc, et puis qui a été validé depuis 15 ans par mon frère. Donc je suis très content d'avoir retenu cette solution. Les premières fenêtres finies sont sorties hier de l'atelier. Je ne veux pas vous les montrer, je ne veux pas vous spoiler la suite, mais ça fonctionne très bien. Donc globalement, pour réaliser les plans, je me retrouve ici à décalquer les plans qui se font dans des images, dans des extraits de catalogue. Je vous montrerai d'autres catalogues tout à l'heure, d'autres marques. On retrouve également des plans, mais j'ai envie de dire c'est pas tellement important une fois qu'on sait à quel niveau on va devoir faire ces rainures. Cette rainure ici, vous voyez, elle est légèrement décalée là. Ce décalage entre là ou là il y a quelques petits dixièmes. On trouve toutes ces infos une fois qu'on a choisi les joints, donc ça c'est extrêmement important. Ensuite, vous avez pu constater par exemple qu'en termes de conception, j'ai mis ici un jet d'eau qui est en fait le jet d'eau de l'ouvrant. J'avais envie de me simplifier le travail. On peut trouver un jet d'eau qui est un peu plus conséquent dans la partie basse du cadre. Ça peut être important. Dans mon cas, je suis sur une ossature bois. En dessous, j'ai un autre gingot. J'ai le cadre en Douglas. Il a déjà une pente. J'ai encore d'autres systèmes d'évacuation d'eau. Donc, c'est un peu, comme on dit, bretelle et ceinture. Ce qui fait que, on va dire, l'erreur que j'ai faite, tiens, je peux en parler ici, d'avoir percé entre là et là le jet d'eau pour évacuer l'eau qui pourrait tomber dans le cadre, elle n'est pas importante dans le sens où à ce niveau-là, j'ai encore une évacuation d'eau. En théorie, j'aurais mieux fait de percer, on va dire, ici, entre là, et pas à ce niveau-là. C'est un peu moins joli, mais étant donné que j'ai en dessous tout ce qu'il faut, je me suis pas inquiété pour ça. À ce propos, on peut voir que on n'a pas, hop là, j'ai trop zoomé, entre le dormant en haut et la traverse basse, on n'a pas tout à fait le même profil. Je me retrouve ici avec une rainure qui est une rainure que j'ai faite arrêter, qui ne va pas jusqu'aux assemblages parce que justement, on peut toujours avoir un petit peu d'eau qui va s'infiltrer, par exemple de l'eau qui passerait ici, là, et qui dégringolerait à la verticale pour arriver ici entre les deux ouvrants, va se retrouver coincé dans cette rainure et va pouvoir être évacué par justement par les petits trous qui y a en dessous. Donc ça c'est également important en termes de conception. Et là où je reviens en arrière sur j'ai oublié d'aller récupérer un lien, j'espère que je vais le trouver facilement. Là où je fais des choses qui sont un petit peu différentes. On a toujours posé les verres dans leur feuillure et après fait, rappelez-vous, ce qu'on appelle un mastic. On avait ces mastiques là qui venaient faire l'étanchéité, ce qui fait que l'eau ne rentrait pas dans le cadre de la fenêtre. La fenêtre moderne, moi il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Alors je vais partager ici, mais je vais partager. C'est que on se retrouve, alors ici encore avec non pas la part close à l'extérieur, comme j'ai fait le choix, mais à l'intérieur. Et ce qui fait qu'au final, on peut avoir de l'eau qui va couler autour des fameux doubles vitrages que l'on est censé, alors je mets des guillemets, je reviens là-dessus, je m'explique, ne pas coller. Et donc on peut avoir de l'eau qui coule dans le cadre, et l'eau qui coule dans le cadre va être évacuée ici par l'intérieur. Sauf que contrairement au jet d'eau où on voit facilement les deux extrémités à ce perçage ici au niveau du dormant, ici on ne le voit pas. On ne sait pas s'il est bouché en haut. Et puis la plupart du temps, j'ai envie de dire, moi j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps qu'il fallait vérifier qu'on ait un perçage comme ça. Ce qui fait que on risque d'avoir de l'eau qui coule à l'intérieur du cadre parce qu'on n'a pas fait cette étanchéité, parce qu'on n'a pas collé, parce qu'on n'a pas mastiqué comme on le faisait avant. Donc ici, moi, toujours pareil, en m'appuyant sur l'expérience de mon frère,
J'ai retourné la situation et je me suis dit, ok, on a fait pendant des siècles des fenêtres où on mastiquait à l'extérieur. On a des fenêtres qui traînent sur des monuments historiques qui sont là depuis extrêmement longtemps et qui étaient des fenêtres qui étaient mastiquées, qui étaient collées et où on n'avait justement pas l'eau qui rentrait à l'intérieur. Vous savez, je fais des coques à l'âne, mais ça me fait penser un petit peu aux maisons. Les maisons modernes, on a mis plein de normes, elles sont super extrêmement étanches et on va vérifier qu'elles sont étanches. Et puis une fois qu'elles sont étanches, eh ben, on va ajouter une VMC de double flux parce qu'il faut quand même les ventiler. C'est toujours la surcouche technologique, on n'oublie pas ce qu'on a fait avant, mais on rajoute un truc, et ce qui fait qu'à chaque fois, on complexifie les choses et à mon sens, de manière pas forcément très très pertinente. Alors, je vais essayer de vous trouver le lien. Ouais, ici. Le lien, alors on est sur ici Monument Vert et on est sur donc quelqu'un qui fournit du double vitrage et des vitrages, je ne sais plus comment ça s'appelle là. Et je pense que c'est ça le nom de la société. Et cette société-là, alors que globalement elle travaille avec les mêmes produits que n'importe quelle miroiterie, eh ben, va proposer de sceller les vitrages et les doubles vitrages même dans le cadre de travail de rénovation ou de restauration du patrimoine. Donc c'est mon choix. Alors ici, je sais qu'en vous indiquant ceci, on trouve toutes les infos sur ce site. Je vous mettrai les liens bien sûr dans la description de tout ce que j'ai présenté. Je vous mettrai tous les liens. Bien sûr ici, eh ben, on est hors DTU et alors, une fois de plus, je le redis, je travaille pour moi. Donc, ce qui me fait dire que voilà, je retravaille avec une fenêtre et vous l'avez déjà remarqué pour ceux qui me suivent sur Instagram parce qu'il y a déjà des photos un peu plus avancées qui avancent, c'est que j'ai fait un profil qui est le profil que je veux à l'intérieur et à l'extérieur. J'ai cette pente avec une part close qui va être une part close extérieure et avec des verres qui seront des verres mastiqués avec le produit que je viens de vous montrer ici qui est un produit spécifique. Alors, je reviens sur SketchUp et donc ici, eh ben, là et là, j'ai mes parts closes et ce seront donc des parts closes extérieures avec une simple pente. Avec un verre qui est collé, qui est avec un joint qui fait que l'eau ne rentre pas dans la menuiserie, ce qui fait que je n'ai pas besoin de réaliser un perçage à ce niveau-là. Donc voilà pour ces premiers éléments. Ensuite, je vous ai dit, je ne vais pas faire un mouton et gueule de loup classique, je vais faire un demi-mouton et gueule de loup. Donc avec ici cette partie qui va pouvoir s'ouvrir, mais on a quand même une crémone qui est une crémone en applique et à ce propos, ça peut être intéressant de comprendre un petit peu ici ces arcs de cercle. Ces arcs de cercle vont simplement avoir le diamètre des ferrures que je vais utiliser, qui seront des ferrures toutes simples, des charnières toutes simples. On va retrouver la partie ronde à ce niveau-là. Et ici, ça me crée un décalage. Par cette baguette-là, je récupère ce décalage qui va m'amener à fleur du cadre. Je pense que peut-être en remontant la réalisation de mon frère, on va comprendre comment ça fonctionne. On a ici, alors, on a la barre de la crémone en applique qui vient à fleur avec le cadre. Donc, d'où, hop, si je rebascule ici, ce décalage qui se retrouve à ce niveau-là, qui est le même décalage qu'entre la fenêtre et le cadre. Donc voilà pour des éléments de conception. Du coup, on retrouve des éléments qui sont des éléments de joint du cadre ici dans cette baguette rapportée. C'est le fameux premier joint d'étanchéité. Et sur la partie gauche, sur l'ouvrant gauche, eh ben, on retrouve cette rainure qui est la rainure du dormant ici, pour quelque part que cet élément ici, eh ben, c'est le même élément que à ce niveau-là. Donc voilà, on va dire pour résumer globalement la conception. Je pourrais vous parler de la conception des fenêtres qui sont à 3 vantaux, où il y en aura un qui sera fixe à ce niveau-là et là avec un bâti. Je pourrais également vous parler des portes
des grandes portes-fenêtres. Je n'ai pas modifié les plans, on voit encore qu'au départ, là il y a encore des parts closes qui traînent à l'intérieur, là où j'étais pas trop décidé, que cette partie-là, elle a été modifiée parce que j'ai dû décaler l'ouverture. Bon, il y aurait pas mal de choses à faire. Je pense que je vais basculer sur l'éclaté peut-être un petit peu pour vous parler des assemblages. On a un point commun, que ce soit entre les assemblages des dormants qui sont ici et les assemblages des ouvrants derrière, c'est que j'ai voulu travailler avec ce qu'on appelle un ravancement de moulure. C'est-à-dire, si on revient à ce niveau-là et qu'on prend par exemple le cadre là, au-dessus de cette ligne que je vais tracer, on a toute la forme, on va dire tout ce qui est profilage du dormant. Et donc, toute cette partie-là, elle va être assemblée par coupe d'onglet, tandis que la partie basse, ici, elle va me permettre de faire l'assemblage par queue droite. Hop, je reviens ici. On retrouve ça complètement à ce niveau-là. Donc, la coupe d'onglet, elle est là. On retrouve ici l'assemblage par queue droite. Ce qui fait que, par exemple, sur le retour, le fameux premier joint qui était un petit peu plus délicat à mettre en œuvre, je vais avoir une continuité. Tiens, je sais où je vais vous montrer cette continuité. C'est ici. Alors, paf, je vais masquer ça. Et regardez, une fois assemblé, le profil du joint va être complet sur le cadre. C'est-à-dire la forme, j'aurais pu donner n'importe quelle forme à mon cadre. Des trucs arrondis, etc. À partir du moment où on fait cet assemblage et que dans toute la partie qui est entre guillemets profil et mouluré, on a une coupe à 45, je fais ce que je veux. Donc là, ça a été un énorme avantage et donc j'ai une continuité parfaite de ce joint. On m'a fait la réflexion que, entre autres, ici, si mon bois travaillait, j'allais avoir une coupe d'onglet qui allait s'ouvrir. Alors c'est certain que si mon bois travaille, je vais avoir une coupe d'onglet qui va s'ouvrir. Mais quand on fait un travail par profil contre profil, c'est évident que si le bois travaille, ça ne va pas s'ouvrir. Une évidence qui, moi, me paraît pas aussi évidente que ça. Donc ici, oui, ça pourrait s'ouvrir si mon bois sèche, mais bon, réfléchissons, je fais mes fenêtres en plein été avec du bois sec à une période bien sèche de l'année et c'est du menuiserie qui vont être à l'extérieur. Mon bois va plutôt avoir tendance à gonfler, donc ça va plutôt tendance à avoir serré cet assemblage à ce niveau-là. Donc je suis pas inquiet. Et puis bon, on aurait une petite infiltration ici. J'ai un deuxième joint qui est complet, qui fait tout le tour des menuiseries, qui est repris en vertical. Je reste quand même avec 2 barrières d'étanchéité, ce qui me semble être déjà très largement suffisant. Sûrement pas dans les normes, mais très largement suffisant. Et puis si on prend les ouvrants, eux aussi. Donc vous notez que les ouvrants, là, ils ont été dessinés au moment où je faisais les parts closes à l'intérieur. Je ne les ai pas redessinés après parce que tous les éléments de cadre étaient là. On se retrouve avec la même chose, c'est-à-dire là, cette fois-ci, j'ai fait un simple enfourchement. Mais ce simple enfourchement reprend un ravancement de moulure et donc ici une coupe d'onglet pour la moulure, ce qui me permet d'avoir une belle continuité et une fois de plus un profil qui, là, ce profil-là avec ce retour n'est pas contre-profilable et on ne pourrait pas le faire dans une cadre de réalisation classique. Alors certains vont me dire, bah oui, tu n'as qu'à mettre la part close à l'intérieur et du coup tu fais ce que tu veux comme profil. Oui, c'est exact, mais pour autant je me suis déjà exprimé sur mon choix d'orienter les parts closes et dans quel sens. Donc voilà pour cette partie qui est la partie conception. Là où il y a un gros travail à faire, j'ai envie de dire c'est uniquement là. Le reste, ça ne sert pas à grand chose. On fait ce travail-là, on place les joints, on prend les mesures, on fait le lien avec les types de joints qu'on a choisis et on se retrouve avec une conception qui est une conception qui tient la route.
Avant de basculer dans la partie, on va dire, pratico-pratique, les liens, où est-ce qu'on peut trouver les profils, etc., je voudrais vous montrer un petit peu, quelque part, la maquette, ce qui m'a permis de, le résultat de la conception que j'ai pu vous montrer sur SketchUp. Alors, ici, d'abord, le cadre dormant. On oublie cette petite baguette ici, ça c'est parce que je l'ai rajouté après. Je fais une pose qui est une pose en applique. Et on a deux éléments importants. Le profil ici qui me permet de poser ce premier joint. Alors, je ne sais pas si je vais réussir d'une seule main à les sortir. Non, ça tient trop bien une fois que c'est embauché. Et le deuxième joint qui est ici, là où on se retrouve avec ce petit joint à 45. Donc voilà, ces deux joints, il faut réussir à faire cette partie profil, à minima la rainure ici. De ce côté-ci, à l'extérieur, dans le dormant, j'ai rajouté une rainure qui va me permettre de glisser le compriband, un compriband plus gros que ce que je n'aurais pu mettre vu que j'ai pris très peu de jeu. Je réalise les fenêtres sur place dans l'atelier, donc j'ai pu me permettre d'avoir peu de jeu. Donc ici, je vais mettre un compriband 5 à 12 mm, donc il fait 5 mm comprimé, il peut se grossir jusque 12. Et là, je vais avoir de la place. Et puis de l'autre côté, on a le profil qui épouse le joint qui est sur l'ouvrant. Ici, ça va venir se placer comme ceci avec à ce niveau-là. Bon, là, c'est tenu à la main. La compression, voilà, là où c'est entouré en carré, c'est rigolo qu'il est entouré. Et on a également une légère compression qui se fait à ce niveau-là. Donc, je rebascule ici, ça vous permet d'avoir une petite idée théorique au minimum des fers qu'il faut aller chercher pour être capable de faire ça. Les joints, il y en a sûrement 1000 autres. Je me suis tourné une fois de plus vers l'expérience de ceux qui avaient fait ça avant moi, c'est tellement plus facile. Alors, pour ce qui est des outils, j'ai été chercher ce matin différentes choses. Bien sûr, j'ai été chercher dans le catalogue des Forges de la Loire parce que quand on a une approche amateur ou artisanale, petite série, on n'a pas forcément le budget pour mettre des outils spécifiques qui vont permettre d'avoir les normes, qui vont permettre d'avoir la prime rénov, etc. Ça peut être intéressant si on est un artisan et qu'on s'installe. Dans mon cas où je fais une dizaine d'ouvertures, c'est absolument pas, c'était hors de propos. Alors, je bascule sur le catalogue. Rotoprofil. Alors, le rotoprofil, c'est un porte-outil universel, vraiment un beau matériel. Et je sais que c'était du beau matériel avant de me rapprocher des Forges de la Loire parce que mon frère l'utilise depuis 15 ans avec beaucoup de bonheur. Et il y a deux fers qui sont absolument nécessaires pour être capable de faire les fenêtres telles que je les ai fait. C'est ce premier que vous voyez ici. On est à la page 46 de leur catalogue qui va permettre de faire cette fameuse entaille pour le deuxième joint. Mais il ne fait pas l'entaille à ce niveau-là. Pour celui-là, soit on fait tailler un fer sur mesure, soit on bidouille comme j'ai pu bidouiller. Vous m'avez vu bidouiller dans la vidéo précédente. Il y a celui-ci et puis il y a l'autre qui va être un peu plus bas. C'est celui-ci, tiens. Donc là, cette fois-ci, on est à la page 49 qui va nous permettre de faire le profil, cette fois-ci sur l'ouvrant, à ce niveau-là, pour avoir justement la lèvre qui va venir se poser dessus au niveau du joint. Je crois que quand on a ces deux profils ici, c'est extrêmement intéressant. Alors à ce propos, et j'espère qu'ils vont m'entendre, j'espère qu'un de ces jours, les Forges de la Loire vont s'ouvrir au marché des amateurs ceux qui aiment. Ça serait super parce que ça peut vous permettre de récupérer ça. Je suis également parti voir forcément chez d'autres constructeurs. Ah non, je peux finir avec eux. Ils ont également un porte-outil qui est un porte-outil, comme vous pouvez voir ici, qui permet d'avoir une grosse hauteur et qui a voilà, sur un seul comment dire, outil, je vais en même temps avoir le fameux joint dont je vous ai parlé tout à l'heure, et puis ici la zone qui va permettre de faire je crois que ça s'appelle la chambre de décompression autour des fenêtres. Donc ça, c'était intéressant pour un porte-outil dit universel où on va pouvoir mettre des fers. Ce matin, j'ai passé pas mal de temps à chercher sur internet, peut-on réaliser des portes, des fenêtres comme celle-ci si on a simplement un porte-outil universel avec des fers en 40,
40 et 50 je crois. J'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu beaucoup de mal sur les catalogues que j'ai l'habitude de feuilleter. J'ai trouvé quelque chose, il me semble, mais il faudrait confirmer, sur le catalogue. Alors, oui, ici, je suis à la bonne page. Sur le catalogue LB, on est sur des fenêtres en 56-68, jeu de 4 mm. Donc, on est sur de la fenêtre qui est la fenêtre avec le joint en applique. J'en ai déjà parlé tout à l'heure. Sauf qu'on a ici deux fers qui sont intéressants, ou surtout un fer qui est très intéressant, c'est celui-ci, qui va nous permettre de faire le profil du joint. Et puis si on descend un petit peu, je ne sais plus où je l'ai mis, j'ai déjà été très très long, on va également pouvoir faire ce profil à ce niveau-là, qui est le profil cette fois-ci dans la fenêtre. Donc, il existe des solutions, ce n'est pas forcément simple. Sur les porte-outils universels, il y a toujours la possibilité de faire tailler des fers sur mesure. Je pense que là, en se rapprochant de votre affûteur ou des choses comme ça, si vous avez dessiné, si vous avez récupéré les informations, je reviens ici, quand on a ce fer-là, quand on a ce joint ici, on a toutes les cotes. On sait qu'on doit créer un petit décalage de 8 dixièmes entre la gauche et la droite. On sait qu'on a un joint de 4 mm de large. Ce n'est pas un outil qu'il est difficile de faire. J'ai aucune idée des tarifs. Par contre, je ne sais pas du tout où ça va. Mais on peut avancer assez rapidement en termes de conception de fenêtres à partir du moment, je le dis, où on se remet dans un cadre, j'ai envie de dire, un peu plus amateur, où on va avoir envie de faire ses portes et ses fenêtres. Je pense qu'il y a moyen de trouver des solutions. Une vidéo extrêmement longue, je l'ai enregistrée de manière séquentielle. Je pense que les coupures ont dû se voir. Je n'ai pas réussi à faire tout dans le flow. Une vidéo où je vous ai donné à la fois mon point de vue, cette fameuse évolution des normes, et j'adore ce titre dans ce livre, là je le redis une fois de plus, et ce chapitre qui s'appelle, hop là, je crois le connaître par cœur mais je ne suis pas certain, donc je préfère ne pas dire de bêtises, c'est des règles de l'art aux normes, c'est ça, des règles de l'art aux normes. Ici, je trouve ça vraiment édifiant sur la manière dont on est engoncé dans les DTU et autres. Et quand on a la chance de travailler pour soi, comme je vous propose de le faire là avec cette vidéo, eh ben on peut prendre du recul et s'amuser un petit peu. Donc, à la fois de la lecture, à la fois du pratique. Merci à tous ceux qui m'ont écouté jusqu'au bout. Je vous félicite. C'était vraiment très très long. Allez, passez une bonne semaine. On se retrouve vendredi de la semaine prochaine pour la réalisation des ouvrants. Il y aura sûrement une troisième vidéo, au moins une troisième vidéo avec de la finition, avec de la pose de ferrure. Il y a 1000 étapes sur la réalisation d'une porte et d'une fenêtre. Allez, bye bye, passez une bonne semaine.